Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Prigent, professeur d'éloquence à Sciences Po et co-auteur du livre Débattre, comment nous reparler. Il est co-auteur avec Bertrand Perrier, avocat qu'on connaît bien ici. Et donc, bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Alors, vous faites le constat que le débat se porte mal, qu'il porte le symptôme de notre difficulté à nous comprendre. Expliquez-nous. On a essayé avec Bertrand de comprendre toutes les causes possibles qui font que le débat se porte mal. On en a listé plusieurs, on en voit trois principales. La première, c'est un effet du temps. On veut des réponses rapides, on est dans une culture de l'urgence, on considère que le débat est inutile, qu'au fond, on peut faire sans débattre. On peut trouver dans des petits experts, des petits comités, suffisent largement à trouver des solutions, ce qui s'est passé pendant la période du Covid, et on est considéré que c'était pas nécessaire forcément d'informer le Parlement ou d'en faire un acteur, contrairement par exemple à l'Allemagne. Il y a un deuxième effet, c'est les réseaux sociaux. Ça, on en parle très souvent. On les blâme un peu à tort, mais ils ont leur effet. On les blâme à tort parce que les réseaux sociaux n'ont jamais été conçus par leurs créateurs comme des espaces de débat. Le patron de Twitter, le patron de Facebook, le patron d'Instagram, etc. n'ont jamais pensé leur réseau social comme un lieu de débat. Et pourtant, ils se retrouvent par la force des choses à être des lieux de débat. Des lieux qui excitent les passions, des lieux où il y a de l'anonymat, des lieux où il y a une violence incroyable, mais qui s'explique aussi par le fait que ce ne sont pas des lieux adaptés. Puis il y a une troisième chose qui est un peu plus ennuyeuse pour nous, qui est peut-être la plus ennuyeuse, c'est qu'on se lasse même de l'idée de débat. On n'a plus vraiment envie de le faire. Ça veut dire qu'on parle de manière paradoxale beaucoup de liberté d'expression, beaucoup de notre droit à parler, mais dès qu'on est confronté à une opinion différente de la nôtre, dès qu'on est confronté à quelque chose qui nous résiste, eh bien au fond on se lasse du débat. Et il y a un sondage, je finirai par là, qui est frappant, d'il y a moins de 2 ans, qui dit qu'en France, 90% des Français considèrent que le débat finit nécessairement en dialogue de sourds. Et c'est un peu ce point de départ-là qui nous a fait nous convaincre qu'il fallait écrire quelque chose là-dessus. Alors, comment éviter que ça finisse par un dialogue de sourds? À quoi doit servir le débat? Il y a 3 règles principales pour qu'un débat fonctionne bien. Il faut de l'honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître quand on a tort ou quand on a raison. Il faut du temps. On ne peut pas débattre en 4 minutes d'un sujet aussi important que fait-on lorsqu'il y a une guerre en Ukraine, que fait-on avec les sanctions sur le Qatar éventuellement, etc. On ne peut pas. Et troisième chose, il faut des médiateurs, des experts, ce qu'on appelle parfois des corps intermédiaires. Il faut quelqu'un qui puisse servir de médiateur au débat. Et il y a une expérience qui le montre assez bien, qui s'appelle America in One Room, où on met dans une même salle des démocrates très durs, des républicains et démocrates très durs, et on les fait parler, mais dans une sphère apaisés. Et on se rend compte qu'au bout de quelques jours, ils arrivent à se rejoindre, en tout cas à se comprendre sur la plupart de leurs différences. Et qu'en revanche, si vous enlevez un seul des 3 éléments, du temps, de l'honnêteté, des experts intermédiaires, vous perdez ça. Et au fond, un débat, pour vous répondre, il a 2 fonctions. Première fonction, c'est la reconnaissance de la légitimité de l'autre. Je peux ne pas être d'accord avec lui, il a le droit de donner ses opinions, et je dois les entendre, quitte après à les contredire. Et la deuxième fonction du débat, qui est peut-être au fond la plus utile pour nous en démocratie, c'est décider. Une fois qu'on a discuté, une fois qu'on a opposé des arguments, vient le temps de l'action. C'est quand on vote une loi, c'est quand on prend une décision en justice, c'est quand, etc. Bref, quand on acte qu'on n'a peut-être pas tous les éléments pour répondre au problème, mais qu'il faut quand même décider. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche de la société du spectacle? On sait qu'on est à l'ère de la communication et on aime bien avoir 2 contradicteurs opposés justement pour avoir des clashs. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi comme effet? Il y a une part de ça, effectivement, de société du spectacle, mais avec quelque chose d'assez triste au fond, c'est que on va inviter en plateau parfois 2 personnes dont on sait d'avance ce qu'elles vont dire, dont on sait d'avance qu'elles ne s'accorderont ni à l'un ni à l'autre la moindre vérité, et qui sont probablement, parce que c'est la 20e fois qu'elles se rencontrent, parfois la 200e, qu'elles vont se prendre à la gorge l'une l'autre. Et donc on perd en fait l'intérêt du débat parce que on vient voir un match où on compte des points, on vient voir des jolies phrases, on vient voir des punchlines, on vient voir etc. On vient voir des polémiques. D'ailleurs très souvent, parenthèse, on ne dit pas qu'il y a un nouveau débat, on dit une polémique vient d'éclater, donc on a un vocabulaire extrêmement guerrier, un tacle, un coup de semonce, etc. Une poudrière, bref, et on oublie complètement la fonction hors spectaculaire du débat. Le débat peut être spectaculaire, mais il l'est si j'ose dire, par accident. Il ne cherche pas le spectacle. Il y a des grands débats. Je pense au débat sur la première loi sur la fin de vie, la loi Claes-Leonetti, qui était des débats, quand vous lisez le rapport, extrêmement apaisé, alors que le sujet est très très dur. Donc on peut avoir un vrai beau débat sans qu'il y ait un clash ou de la dureté. En définitive, comment peut-on réenchanter le débat? Il y a plusieurs pistes. Nous, il y en a une avec Bertrand qui nous paraît fondamentale, c'est l'école. Il y a une phrase de Danton au tout début de la Révolution française qui dit dans son discours sur l'éducation: après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Et en creux,
On peut former un citoyen à lire, écrire et compter. On ne formera un citoyen complet qu'en l'apprenant à débattre. Et ça, malheureusement, c'est très dur à faire le débat, donc il faut l'apprendre le plus tôt possible, dès l'école. Les anglo-saxons le font, par exemple. Vous avez des exercices, je pense à quelque chose qui se fait en Angleterre, au Canada, en Nouvelle-Zélande, où vous apprenez aux enfants très tôt, sur des questions simples, à écouter la parole de l'autre, à ne pas l'interrompre, à, quand vous lui répondez, devoir intégrer ce qu'il a dit dans votre réponse pour ne pas ignorer ce qu'il vient de dire, etc. Donc, ce travail-là, il commence à l'école. Après, il y a d'autres endroits où on peut le faire. C'est la lutte contre certains mots qui sont des mots inutiles, contre des mots qui sont abscons. Mais fondamentalement, le premier travail, c'est à l'école et pour que les personnes qui arrivent ensuite, qui votent à 18 ans, soient le mieux formées possible aux bases du débat. Donc, éducation au débat. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Guillaume d'être venu sur le plateau de Ténor du droit. Merci beaucoup Arnaud. Je vous recommande donc Débattre, paru aux éditions Flammarion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.